suis à nouveau connectée. Vous m'entendez à nouveau? Voilà, je vous propose de commencer. Oui, on t'entend. Merci. Et justement, on va justement tout faire pour ne plus vous entendre tout de suite. Simplement pour rappeler quelques petites règles, parce que les conseillers communaux ont l'habitude. Maintenant, par rapport au conseil de l'aide sociale, si vous voulez intervenir, donc on va couper les micros, si vous voulez intervenir, vous levez la main et je vous donne la parole. Avant de commencer, j'ai dans les excusés Loïs Petit. Je ne sais pas si d'autres personnes sont excusées ce soir. OK. Alors, je vous propose de passer directement au premier point, à savoir le PV de notre dernière réunion. Olivier, je crois qu'il y a Caroline Mitry qui était excusée aussi. OK. On ajoutera donc Caroline aux excusés. Est-ce que vous avez des remarques par rapport au PV de la séance précédente? Vous l'approuvez tel quel? Je vous remercie. Le point 2, c'est la présentation par le réviseur d'entreprise, certificateur du rapport sur le compte 2019. Mais avant de lui céder la parole, je vais demander à Laetitia de nous faire une petite présentation de ce point. Oui, merci Paul. Je souhaitais recadrer ici les choses dans le cadre de cette certification des comptes et exposer les raisons qui nous ont amenés à faire appel à un certificateur. En fait, si nous avons fait appel à une structure de réviseur d'entreprise, ça fait suite aux événements qui sont survenus au CPS en 2015, les événements de détournement. Après ces événements et après en avoir débattu en séance du Conseil communal du 29 juin 2015, nous avons proposé, Conseil communal de l'époque, de mettre en place une task force pour réfléchir à des mesures pour que ce genre de dérive, autant que faire se peut, n'arrive plus au sein des structures. Alors, il y a plusieurs directeurs financiers qui se sont réunis avec un professeur d'université, avec les directeurs généraux de différents CPS. Et suite à ce groupe de travail, il y a plusieurs recommandations qui nous ont été adressées. 8 précisément. Alors, la première des recommandations, c'était d'examiner l'opportunité pour les autorités régionales de la constitution d'un organe de contrôle, au sens ici de l'audit, des finances et comptabilité locale. Alors, à cet égard, nous avons à l'époque écrit au ministre-président précédent pour lui faire part de cette recommandation. Nous avons eu en retour un courrier nous informant que l'idée était bonne, mais au niveau des instances wallonnes, il n'y a pas de décision structurelle qui a été prise. Il y a une deuxième recommandation qui a été également posée, c'était d'examiner l'opportunité pour le CPS d'avoir recours au service d'un certificateur privé pour faire certifier ses comptes annuels. C'est ce que nous avons fait au CPS de Tournai sur fonds propres. Nous avons lancé un marché fin 2018 et avons désigné en mars 2019 le cabinet Joiris et Rousseau qui a, dans la foulée de cette attribution, commencé ces travaux. En fait, il y a une troisième recommandation qui a également été adressée, c'était le fait de demander aux banques annuellement au moins la liste exhaustive des comptes qui reprennent les avoirs du CPS. Ça a été fait également avec la collaboration du certificateur. La quatrième recommandation, c'était d'avoir un recensement et un rapatriement exhaustif dans le périmètre de la comptabilité officielle du CPS de tous les comptes internes. Ça a été fait également. La cinquième des recommandations, c'était d'utiliser pleinement et systématiquement les possibilités de contrôle rendues possibles par le logiciel e-compte. Ça également, cette recommandation est maintenant opérationnelle. Le point 6, recommandation numéro 6, la task force nous recommandait la préparation, la formalisation, l'approbation et la mise en œuvre de procédures budgétaires, financières et comptables. C'est ce qui est également en cours suite aux travaux et la collaboration que nous avons avec le certificateur.
Enfin, l'avant-dernière recommandation, la recommandation 7, c'était de mettre en place un service d'audit interne. Alors là, nous avons fait l'acquisition au CPS de Tournai d'un logiciel informatique anti-fraude dans le cadre des différents paiements. On a un nouveau logiciel de comptabilité, on a un nouveau logiciel de facturation, on a l'auditeur qui vient sur place. Et on a également eu recours à une société spécialisée notamment dans l'audit et l'analyse de conseils sur le mécanisme des subsides pour les maisons de repos. Enfin, la dernière des recommandations, la recommandation 8, c'était le dédoublement systématique de toute la chaîne de comptabilisation et de contrôle. Et donc, là également, il y a eu une réorganisation totale du service des finances. Et ça a été fait en interne depuis un certain nombre de mois maintenant. Alors ça a été les recommandations qui ont fait suite à la réunion de cette task force. On y a répondu, il y aura encore du boulot à faire, mais la plupart, en tout cas, sont en cours ou elles sont totalement mises sur les rails. Pour revenir très brièvement sur l'affaire de détournement du CPS de Tournai, simplement vous informer également que nous avons été informés ce jour de la réunion de la Chambre du Conseil qui avait lieu ce matin, Chambre du Conseil qui se réunissait dans le cadre du règlement de la procédure et qui a décidé du renvoi de M. Bernard Hinault devant le tribunal correctionnel. Voilà pour le décor. Voilà. Je peux maintenant passer la parole au réviseur. Je vous en prie, monsieur. Merci. Bonsoir à tous. Mais comme la présidente l'a dit, l'audit de compte de CPS, première chose, c'est une première en région wallonne. Vous êtes la seule ville qui se fait auditer, je tenais à le signaler. Et la mission qui nous a été confiée, pas uniquement à moi, mais à une équipe d'une dizaine de personnes, c'est un audit financier qui débouche vers une certification. Alors, vous avez fait choix dans votre cahier des charges de faire référence aux normes internationales d'audit. Je les ai commentées dans une note complémentaire adressée en annexe de notre rapport de certification. Je me permets quand même de rappeler ce que c'est les normes internationales d'audit, les fameux CISA. Elles sont basées sur une identification et une évaluation des risques, une vérification des déclarations faites par la direction, ici c'est également le Conseil de l'action sociale, sur un seuil de matérialité, nous testons par sondage, on va à l'essentiel, d'essayer de cerner l'ensemble des anomalies significatives, c'est donc la divergence entre ce qui est comptabilisé et ce qui est contrôlé, de faire preuve de scepticisme professionnel, vous voyez que c'est un métier assez philosophique d'être réviseur, et puis au terme de tout ça, de sortir un bulletin, c'est-à-dire une opinion. Alors, il est bon de rappeler dans quel cadre on a dû fonctionner. Première chose, les spécificités d'un CPS, c'est une comptabilité budgétaire, ordinaire, extraordinaire, couplée à une comptabilité générale, l'intégration de données de la budgétaire dans la générale, etc., etc. On a affaire à deux mondes qui se sont rencontrés. Le monde de la rigueur communale, avec tous ces points positifs, parce que votre comptabilité est en avance sur beaucoup de niveaux par rapport au monde des entreprises, mais également, vous avez fait le choix de l'exigence maximale en matière d'audit. Alors, bon, vous voyez que le bulletin, alors là, va être compliqué parce qu'on veut tout de suite la toute grande 10 au niveau de la première année. Je rappelle que la certification ne porte pas sur un seul exercice, mais 3 exercices. Les pratiques comptables d'un CPS,
Mais tout ça est cadenassé dans la comptabilité des communes. Même chose. Cernons quelques articles. Un article 3 qui vous dit qu'il est interdit de constituer une provision et de l'utiliser pendant le même exercice. Article 9, tu peux faire des provisions si les disponibilités budgétaires le permettent. Et puis l'article 51 qui dit le directeur financier du CPS porte en irrécouvrable, et on vous donne 3 cas, l'insolvabilité, les erreurs matérielles et les prescriptions. Dans un CPS, les prescriptions, on aura bien compris en matière dynamique, 2 ans, c'est un élément qu'on sait suivre assez aisément. En matière de risque, c'est le premier point des normes internationales d'audit, on doit partir d'une page blanche. On se dit, quels sont les risques potentiels que l'on pourrait rencontrer avant d'avoir fait n'importe quel test. Et les premiers qui ont été cernés sont des risques liés à la structure du CPS, l'aide sociale, bien évidemment, où il y a beaucoup de dépenses, mais il faut s'assurer qu'on récupère la subsidiation de la dépense, la coexistence des statuts publics-privés en matière de personnel, les marchés publics propres au secteur public, bien évidemment, les activités développées, maisons de repos, etc., avec une dépendance financière vis-à-vis de la ville de Tournai qui subsidie à hauteur de 10 millions un CPS, et puis une législation spécifique comptable budgétaire. On en termine toujours par les litiges. Quoi qu'on fasse, c'est un risque qui est d'office cerné en matière d'audit. Alors, le métier de réviseur, comme le dit si bien en latin le mot audire, c'est avoir une capacité d'écoute. Et le premier point qu'on a fait pendant les préliminaires, c'est d'aller à l'écoute des services. Ceux-ci nous ont mentionné diverses problématiques. Je ne vais pas les reciter intégralement, mais les principales, c'était les risques de récupération. Quand un pensionnaire ou un résident était décédé, le risque de récupération en matière de mutuelle, etc., etc. Donc, vous voyez que je dois traduire ça en matière de risque financier dans une matrice, et le risque principal de ces éléments-là était la surestimation des créances à récupérer. Le deuxième point, dans le Home Valère Delcroix pour personnes handicapées, là, la remarque était tout autre. C'est qu'on mettait un peu de temps pour facturer. Donc, le risque en matière d'audit, c'était de savoir est-ce qu'on va avoir l'intégralité des recettes à la fin de l'année. Dans la cuisine centrale, nous constatons une grande dépendance vis-à-vis d'une seule personne, et donc là, c'est un risque qu'on qualifie en matière d'audit de préventif. Deuxième risque, c'était qu'aucune convention ou autre écrit ne serait contresigné par les personnes bénéficiant des repas à domicile. Au niveau des marchés publics, aucun tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des marchés publics n'existerait. Je tiens quand même à nuancer ces remarques-là parce que la personne en charge, à chaque fois, a pu nous répondre oralement. Donc, tout est dans sa tête, mais quid s'il est absent? Donc, on est de nouveau dans cette notion de risque préventif. Au niveau des ressources humaines, on a été un peu étonné, au niveau du capital santé, que les fiches individuelles étaient tenues de manière manuscrite. Ça, c'est un risque de perte de données qui nous paraissait évident. Au niveau des biens, services, biens et travaux et le service informatique, c'était les fiches de déclassement qui n'existaient pas, qui n'étaient pas établies en cas de casse de matériel ou que sais-je. Donc là, on a un risque d'existence en matière bilantaire. L'étape suivante, on ne se contente pas bien sûr d'interview, c'est d'aller plus loin au niveau organisationnel. Nous avons donc été faire le tour des services. On a pu contrôler différents cycles, mais des cycles en matière d'audit financier qui nous paraissent importants pour la reddition des comptes.
notamment le cycle des achats, le cycle du personnel qui représente 45% des dépenses, le cycle des ventes, maisons de repos, etc., etc. Le cycle du personnel, nous n'avons relevé aucune anomalie particulière. Cycle des achats, quelques justificatifs manqués, mais rien de dramatique. Au niveau des tests de procédure, donc on a pu conclure qu'on pouvait se baser sur l'organisation du CPS pour la reddition des comptes. Par contre, il y avait quelques points à améliorer, et notamment le lien entre la facturation et ce qui était intégré dans la comptabilité. Des écarts subsistaient. Pas dramatiques, mais des écarts étaient présents. Au terme de tout ça, on a refait un petit peu le tour au niveau comptabilité et notamment comptabilité budgétaire. On a constaté que des droits anciens étaient toujours présents dans la compta, des soldes ouverts de 2015 à 2017. Donc, ce qu'on nous annonçait dans les préliminaires était matérialisé dans la situation budgétaire. Les tests concordance première réconciliation, manifestement, confirmaient nos inquiétudes en matière de légers écarts. Au niveau de l'aide sociale, on avait entre les 15 millions, un peu plus de 15 millions 400 000 euros de dépenses, une récupération de 10 millions 800 000, il restait 235 000 à justifier. Je rappelle que 235 000, c'est 1,5% des dépenses. Donc, ce n'est pas un élément significatif. Au terme d'un peu d'analyse, 170 000 restaient à nous justifier. Et l'actualisation est toujours en cours à l'heure d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que ce solde d'écart diminue de mois en mois. Il restera peut-être quelque chose à prendre en charge. On verra l'année prochaine. Des transactions inhabituelles, ça c'est le jargon des normes ISA, rien de spécifique à signaler au niveau du CPS. Au niveau des estimations comptables, je le rappelle, c'est cadenassé par le règlement général de la comptabilité communale, et donc vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre au niveau des réductions de valeur comme on connaît dans le monde de l'entreprise et qu'on ne connaît pas dans le monde de la comptabilité publique. Le résultat de nos travaux, c'est un rapport de certification, une note complémentaire et une management letter. Le rapport, c'est un rapport standardisé. On ne sait pas changer une virgule par rapport aux normes ISA, on s'est simplement adapté aux différentes législations. Nous avons constaté quelques anomalies qu'il est impossible de corriger. Et donc, quand on ne sait pas corriger les anomalies non corrigées, ça a d'office un impact sur le rapport de certification. Deux types d'anomalies. Des anomalies qu'on a pu chiffrer et des anomalies qu'on n'a pas su chiffrer. Dans les anomalies qu'on a su chiffrer, on a pu relever une dette vis-à-vis des salaires existants de 489 000 euros alors que les salaires étaient payés. Une autre dette encore plus ancienne qui consistait en différents pots de subsidiation, des créances pour 542 000 euros, des créances manifestement très anciennes et pour lesquelles je pense que votre directeur financier du CPS a procédé à un nettoyage au travers d'une modification budgétaire. La rémunération, ça a également été rectifié, mais après émission du rapport, bien évidemment. Dans les anomalies chiffrées, il est bon de souligner que nous avons constaté plus de dettes que de créances à nettoyer, ce qui génère un impact positif au niveau des comptes du CPS. Puis alors, on a les anomalies toujours non corrigées, mais pour lesquelles
on n'a pas su chiffrer la problématique. Et c'est celle qu'il faudra suivre en 2020. Notamment des subsides à récupérer, des risques potentiels de récupération de subsidiation, des créances anciennes pour 456 000 € où l'analyse se poursuit toujours actuellement. Donc la problématique de créances anciennes est bien matérialisée dans la compta et bien matérialisée dans le rapport de certification. Je tiens à rappeler également que la comptabilité d'un CPS intègre la comptabilité budgétaire. Cette comptabilité budgétaire, l'intégration a fait l'objet de divers regroupements et une conclusion s'impose, ces tests n'ont relevé aucune anomalie particulière dans l'intégration de la comptabilité budgétaire. Vous avez vu, nos travaux ont débuté, comme l'a signalé la présidente, à partir du mois de mai 2019. Nous nous sommes réunis à divers moments, et notamment en janvier, où une première balance nous avait été confiée. Elle a été discutée avec le directeur financier du CPS et qui a déjà passé toute une kyrielle de redressement. Ceux-ci sont cernés dans un slide à votre disposition. Alors, le bulletin consiste en quoi? Mais tout d'abord, quand on a une opinion modifiée, il faut expliquer le pourquoi de l'opinion modifiée. Vous avez entendu, nous avons dû constater des anomalies chiffrées. Ces anomalies chiffrées ont fait l'objet de réserves sur le bilan. Idem pour les anomalies non chiffrées. Et puis après, on me demande souvent, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas su certifier le compte de résultat? C'est tout simple, parce qu'en 2018, il n'y a pas eu d'audit. Et un compte de résultat, c'est le bilan de 2019 moins le bilan de 2018. Si vous n'avez pas eu de contrôle en 2018, indirectement, le compte de résultat n'aurait pas su être audité d'une façon ou d'une autre. Dans ce rapport, l'opinion est donc une opinion avec réserve sur le bilan. Les autres points qui ont été mentionnés dans le rapport, c'est on rappelle qu'il n'y a pas eu de contrôle de la part d'un autre réviseur pour l'année 2018. On mentionne l'impact du coronavirus. Et puis c'est tout. C'est un rapport qui est standardisé et qui fait l'objet d'une double signature. Cette double signature veut dire qu'un deuxième associé vérifie le travail du premier avant sortie. Les aspects organisationnels, pistes d'amélioration futures, font l'objet plutôt ce qu'on appelle dans notre jargon une management letter. Alors, on en cite 2, 3. Les rejets par les mutuelles, les coûts dans la cuisine centrale, le manque de lien entre les immobilisés, les investissements et la subsidiation, le suivi de récupération de créances, l'estimation de dépenses déclarées auprès des pouvoirs subsidiants. Je rajoute l'acompte en matière de maisons de repos à réclamer aux organismes assureurs, parce que sinon, votre commune devient le banquier du CPS pour ces maisons de repos. Il y a moyen d'obtenir 50% d'acompte en faisant une note d'échéance. Eh bien, je vais vous dire qu'après signature du rapport, diverses choses ont été mises en place. Première chose, les refus sont gérés en interne, notamment à l'ombre du temps, et une communication s'installe avec le directeur financier pour intégrer les rejets des mutuelles. Pour la cuisine centrale, on nous a signalé qu'un audit était lancé.
Pour les rejets en matière de dépenses subsidiaires, une communication s'installe entre les services et le service finance. Pour les acomptes mutuels, élément fort important en matière de trésorerie, les notes d'échéance ont été mises en place pour le deuxième trimestre à l'ombre du temps et seront mises en place au moulin à partir du quatrième trimestre. D'autres points ont également été cernés. Les garanties locatives. Il faut savoir qu'à l'intérieur de votre bilan, les locataires versent des garanties, elles apparaissent en dette, et puis à un certain moment, ce qu'il faut, c'est réconcilier les dettes avec les locataires qui sont encore existants. Un écart de 100 000 € existe toujours à l'heure actuelle. Il est en cours d'analyse, mais ça doit se faire locataire par locataire pour savoir, est-ce qu'on peut compenser une créance locataire et une dette locataire? Ou, deuxièmement, si des remboursements doivent avoir lieu, ou, troisième piste, si ça peut être pris en résultat. La césure en matière de subsidiation inamie, tout le troisième volet et tout ça, cette procédure est intégrée actuellement et a été déjà rectifiée dans les comptes en 2019. Le déclassement des actifs immobilisés, nous avons reçu, on a décidé de travailler par priorité en 2020, des listings véhicules, informatiques, etc. et bâtiments. Donc, un lien va pouvoir s'opérer entre ce qui est réellement présent dans la compta et ce qui est présent physiquement. Les acomptes du survente, j'avais attiré l'attention sur le rédactionnel du compromis. Je suppose que tout ça sera mis en œuvre. Le tableau exhaustif des marchés publics, nous avons reçu un premier tableau reprenant 30 marchés. J'invite le CPS à poursuivre cette analyse parce que 30 marchés nous paraît toujours un peu faible. On a découvert des garanties hors bilan qui étaient des garanties bancaires du CPS pour locataires. Tout ça sera intégré dans votre comptabilité et une confirmation à la Caisse des dépôts et consignation a été lancée en 2020. En complément à ces points, il y a quelque chose qui nous frappe assez fortement, c'est la maîtrise des données du passé. Cette maîtrise est, à mon sens, à améliorer parce qu'il découle de un chevauchement de personnes qui ont été désignées comme directeurs financiers, bien évidemment, mais également divers logiciels. Et à un certain moment, il faut remonter dans un logiciel, qui remonte lui-même dans un logiciel, qui remonte dans un troisième logiciel. La technique pour remonter à la source n'est pas aisée. Dans un esprit de consolidation, le relais social urbain, les déclarations de subsidiation 2019 ont bien été rentrées. Il faudra suivre si les déclarations de subsidiation 2020 ont été réalisées également. Donc, le processus est lancé, mais il ne faut pas s'arrêter en si bonne route. Je tiens à signaler au niveau de la collaboration du CPS, et ce n'est pas uniquement les deux signataires qui ont ce sentiment-là, c'est que nous avons reçu une pleine collaboration du CPS. On a été visiter énormément de services à l'intérieur du CPS. Les gens nous ont toujours accueillis et nous ont ouvert les documents, les informations qui nous permettent de sortir des rapports. Si je peux faire un petit commentaire pour le futur, ce serait celui-ci. Un respect d'une échéance pour que le rapport 2020 ne soit pas expliqué au conseil communal en quasi-décembre, fin novembre, mais lors de l'approbation des comptes. La crise Covid a retardé le contrôle, a retardé certaines choses, mais pour cette deuxième année de mandat,
il faut absolument rentrer dans les clous pour que le rapport soit disponible au niveau de l'approbation, ce qui demande des échéances et un planning tout autre pour l'année de 2021. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. J'ai essayé de faire dans les temps, on m'avait donné un peu moins d'une trentaine de minutes. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. C'est très bien. Je ne sais pas qui vous avait donné 30 minutes, mais c'est très bien en tout cas que vous les ayez prises. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? Madame Martin. Oui, voilà, je viens d'avoir une explication, une question que je voulais vous poser par rapport, par exemple, je m'étonnais que les comptes du CPAS aient été approuvés par le conseil communal avant d'avoir connaissance de ce rapport. Donc, mais j'entends qu'apparemment pour l'année prochaine, ça ne serait plus le cas. Mais j'ai aussi une question parce que je voulais savoir quelles seront les conséquences du fait qu'il y a une réserve dans ce rapport. Laetitia, tu souhaites intervenir ou alors je donne la parole directement au réviseur? Moi, c'est une autre question, donc tu peux céder la parole à Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau, je vous en prie. Oui, j'ai encore d'autres choses. Je voulais savoir aussi si les points de faiblesse identifiés dans les Martin, je vous propose donc de poser toutes les questions et ainsi Monsieur Rousseau pourra répondre. Je vais en vrac et répondra qui est habilité à le faire. Voilà. Donc, oui, donc quelles peuvent être les conséquences du fait qu'il y ait une réserve dans l'approbation de ces comptes? Deuxième question, les points de faiblesse identifiés dans les procédures peuvent-ils expliquer les détournements connus en 2015? Et à ce sujet, j'aimerais savoir plus précisément où on en est. On vient de l'expliquer là, qu'une autre personne était passée en correctionnel, là si j'ai bien compris, mais on n'a toujours pas une idée du montant exact qui a été détourné, sur d'éventuelles possibles complicités internes. Est-ce qu'on a fait le point là-dessus? Et alors, autre chose, parce que quand même, quelques mois avant cette découverte, le personnel du CPAS a connu 27 licenciements secs et 21 mises à la pension pour assainir les comptes. Or, nous avons vu dans ce rapport qu'un problème semble être la récupération des heures supplémentaires du personnel. Donc, ça concerne les conditions de travail et le nombre de personnes, en suffisance ou non. Pouvez-vous nous dire de combien d'heures supplémentaires non récupérées il s'agit? Et que comptez-vous prendre comme mesure pour remédier à ce problème? Il faudra engager combien de personnes pour pouvoir travailler dans des conditions plus acceptables? Et rappelons qu'à cette période de corona, on a pu entendre la gravité de la situation à ce niveau-là dans de très nombreux services hospitaliers ou de soins et dans les maisons de repos ou centres d'hébergement. Un autre point qui a retenu notre attention, par exemple, en mai 2016, le Conseil communal a approuvé l'inventaire du parc locatif public demandé par les services publics de Wallonie. Il figurait 628 logements appartenant au CPAS. En juin 2020, lors de la présentation de la note stratégique de la régie foncière en commission, Madame Ladavid nous annonçait 600 logements appartenant au CPAS. Dans l'annexe management letter du rapport du réviseur, daté, si mes souvenirs sont bons, du mois d'août, nous voyons en deux lignes qu'on parle de 500 logements du CPAS mis en location et d'un taux d'inoccupation significatif de ces logements sans qu'ils soient chiffrés. Alors nous, on est quand même fort étonnés de ce flou incompréhensible qui entoure les logements du CPAS et de leur occupation, surtout dans le contexte de manque de logements que nous connaissons pour les plus précarisés. Et il nous semble que tous les conseillers communaux devraient pouvoir disposer d'un décompte exact de tous ces logements et de l'évolution de leur occupation. Alors, pouvez-vous donc nous donner aussi le nombre exact de logements appartenant au CPAS et nous dire précisément combien sont inoccupés, pour quelles raisons, et de même ce que vous prévoyez pour mettre fin à cette situation et dans quel délai? Je vous remercie. Ok, je vais passer la parole à Monsieur Rousseau, mais avant ça, par rapport à l'affaire qui est en cours, je voudrais quand même une certaine réserve, encore une fois. Donc, Laetitia a dit tout à l'heure que une personne était renvoyée en correctionnel, mais encore une fois, l'affaire est en cours. Donc, je voudrais quand même faire attention quand même. Nous sommes en séance publique, donc je pense que
une certaine réserve s'impose. Monsieur Rousseau. Oui, en parlant de réserve, donc je suis interrogé sur les réserves. Les réserves, c'est des anomalies que nous avons pu constater et ces anomalies sont appelées à être rectifiées. Donc, la logique veut qu'en 2020-2021, ces rectifications soient effectives. Si elles ont été réalisées, vous verrez que progressivement, les réserves du réviseur vont diminuer pour arriver à une opinion sans réserve, ça serait l'idéal. Le restant, désolé, c'est un audit financier qui nous est demandé en tant que réviseur et certainement pas un audit de gestion. Donc, nous ne prononcerons pas sur la gestion en matière du CPS. Ok, mais donc, si ces anomalies sont rectifiées, ça n'entraîne pas de conséquences au niveau de la commune, quoi. Ça n'entraîne pas de conséquences financières, soit pour le CPS, soit pour la ville. Je répète, donc les réserves qui avaient été constatées ont un impact positif actuellement. Ok, je vous remercie. Donc, Laetitia. Oui. Voilà, merci Paul. Et comme le certificateur l'a dit, forcément, on n'aurait pas pu avoir une grande distinction tout de suite, puisque nos comptes de 2018 n'ont pas été audités. Donc, il ne peut pas donner immédiatement un rapport avec une certification 3 étoiles, considérant que c'est la première année qu'on est audité. Mais sachez que pour nous, c'est vraiment même si c'est très technique, c'est vraiment une expérience qu'on ne regrette absolument pas avoir menée. Et on espère encore pouvoir la mener dans les années à venir. Il y a encore 1 an et demi ici de travail avec le bureau des réviseurs. Et vraiment, c'est dans notre objectif de pouvoir poursuivre cet audit des comptes parce que c'est très transparent. Ça permet de nous remettre en question. Ça permet de remettre des nouvelles procédures en place. Ça permet aussi quelque chose quelque chose que j'apprécie et que j'ai vraiment envie d'impulser au CPS, c'est l'informatisation aussi de tous ces processus qui parfois sont encore sous format papier et qu'on souhaiterait pouvoir dématérialiser aussi avec une volonté de simplification administrative. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'on y travaille. Il y a déjà énormément de choses qui ont été corrigées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça, je ne vous le cache pas et vous le savez qu'au CPS, il y a beaucoup à faire. Moi, je voudrais m'attacher maintenant à répondre à la question relative au logement que Dominique a posée. Donc, nous sommes propriétaires d'un peu plus de 500 logements. Alors, à mon avis, au moment où tu as eu la connaissance des 626 logements et aujourd'hui où nous sommes propriétaires de 500 logements, entre-temps, il y a un processus de vente également qui a été mis en place sous la précédente législature, qui se poursuit encore aujourd'hui. Et donc, il y a encore des bâtiments qui sont en vente. Nous, on a lancé un audit logement l'an dernier. Donc, on a fait un audit des bâtiments inoccupés qui était, au moment où on a lancé l'audit, au nombre de 200. Donc, sur les 500 logements dont le CPS est propriétaire, il y en avait 200 inoccupés. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené à lancer cet audit des logements inoccupés. Les conclusions de l'audit, on devait les avoir en février 2020. Covid étant passé par là, on en a pris connaissance officiellement au Conseil de l'action sociale du 29 octobre dernier. Donc nous, on a pris connaissance. Donc maintenant, tout est informatisé parce que là encore, tout était en version papier. Maintenant, on a vraiment une fiche sanitaire sur chaque logement du CPS et lors de la mise en place de cet audit, forcément, vous avez des bâtiments avec plusieurs logements au sein du bâtiment. Quand on en audite un, les certificateurs ont audité finalement l'entièreté du bâtiment, ce qui fait qu'on a naturellement beaucoup plus que 200 logements qui ont été audités. Donc ici, on a quasi l'audit complet du parc immobilier appartenant au CPS de Tournai. Maintenant, donc nous en avons pris connaissance le 29 octobre dernier.
On a eu des conclusions de cet audit. Moi, je vais avoir un contact avec tous les groupes politiques qui sont représentés au sein du Conseil de l'action sociale pour examiner ce qui est proposé par le bureau d'architecture qui a effectué l'audit, et j'espère pouvoir avoir un plan d'action d'ici le début de l'année prochaine. Voilà, j'espère que pour le volet logement, j'ai été claire. Alors moi, j'ai une dernière question, Paul, plus généraliste à l'attention de Monsieur Rousseau, et la question que tout le monde se pose, et peut-être plus encore aujourd'hui, comme ça a été évoqué dans la presse. Voilà, c'est un événement inacceptable qui est arrivé en 2015. On a pris des mesures ici par l'intermédiaire d'un recours au service d'un certificateur. Maintenant, ce que je voudrais savoir, Monsieur Rousseau, c'est, voilà, on a un certificateur qui travaille avec nous pendant 3 ans, on souhaite réitérer. Malgré cette certification, malgré les contrôles que vous effectuez en interne et sur place même, est-ce que le risque zéro existe? Voilà, ça c'était ma question. Madame la Présidente, je pense vous l'avoir déjà dit, le risque zéro n'existe pas. Par contre, on sait atténuer les risques pour les fraudes évidentes. Là, oui, on a des techniques. Mais avec le recours à l'informatique, un faux devient plus vrai qu'un vrai. Donc, il faut toujours se méfier. Je me rends compte que vous faites des efforts, vous avez acquis des logiciels pour détecter la fraude. Tout ça, c'est dans un esprit très positif pour ne plus être confronté à des difficultés, mais de là à vous garantir qu'il n'y aura plus jamais d'erreur ou de fraude, ça, le monde idéal, j'aimerais bien l'atteindre, mais je n'y crois pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous travaillons avec un seuil de matérialité. Le seuil de matérialité, c'est un critère d'importance où on se dit, oui, bon, une erreur est permise jusqu'à quel montant? Voilà. Alors, je ne vais pas dévoiler devant tout le monde les techniques d'audit, parce que ça pourrait donner des idées à des personnes malveillantes, mais on a quand même des techniques d'audit qui nous permettent de voir certaines choses. Hein. Okay, merci, M. Rousseau. Laurent Agache souhaitait la parole. Voilà. C'est bon, on m'entend? Oui. Très bien. Bonjour à toutes et tous. J'avais une question concernant la cuisine centrale. J'avais déjà, la dernière fois qu'on avait eu ce genre de réunion, j'avais évoqué justement cet audit, puisqu'on en parle depuis un certain temps. Et à l'époque, on m'avait dit qu'il était pratiquement terminé, mais qu'on attendait le rapport. Donc, je voulais savoir un petit peu, en fait, où il en était. Non. Laetitia? Non. On fait beaucoup d'audits pour l'instant au CPS, mais concernant la cuisine centrale, le budget est prévu au budget 2021, à l'extraordinaire. Ok. Madame Martin, vous souhaitez intervenir? Oui, je Ce sera pour l'année prochaine. 2021, oui. Ok. Merci Laetitia de ces explications, mais je n'ai pas eu réponse à toutes mes questions. Donc, par rapport au détournement, c'est certain qu'on ne va pas rentrer dans des détails et d'ailleurs que je ne vous les demande pas ici, mais simplement je voulais savoir si on a pu identifier les procédures qui ont permis ce détournement et si on a identifié qu'il y a une possibilité de complicité interne. Et là, j'aimerais bien. Et quel est le montant réel qui a réellement été détourné? Parce qu'à l'époque, on a parlé une fois de 2 millions, une fois de 4 millions, une fois de 6 millions. Voilà, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. On doit pouvoir en savoir un peu plus maintenant, quand même. Et vous en saurez plus. Alors, et dernière chose pour laquelle je n'ai pas eu de réponse, c'est au niveau des heures supplémentaires et du personnel par rapport au personnel du CPAS. Simplement, au niveau de l'affaire, je ne saurais même pas te répondre. Tout ça, c'est l'instruction qui va le déterminer et le jugement qui le déterminera. Moi, je ne peux absolument donner aucune information à ce stade. Et pour le reste, pour les heures supplémentaires, peut-être Isabelle de Froyenne qui pourrait y répondre. Laurent, si tu ne veux plus intervenir, baisse ta main.
Merci. Isabelle, je t'en prie. Il ne me semble pas, en tout cas, avoir de problème particulier au niveau des heures supplémentaires, dans le sens où il y a un système de pointage qui est mis en place, donc un contrôle du temps de travail qui est mis en place et qui permet aux travailleurs de récupérer leurs heures une fois le mois, et donc jusque 15 heures par mois. Et donc, ils récupèrent une journée, donc 7h36. Et ils peuvent aller jusqu'à effectivement un capital de 15 heures et récupérer une journée de 7h36. Donc, je ne pense pas que ce problème soit nécessairement exacerbé au niveau du CPS. Je ne sais pas d'où vous tenez cette inquiétude. J'ai relevé ça dans tout, je ne sais plus dans laquelle, dans les 36 000 annexes qu'on avait là-dessus. Mais donc, il n'y a pas de problème de manque de personnel au niveau du CPS où les équipes ne doivent pas être renforcées, le personnel peut assumer toutes les tâches sans devoir faire des heures supplémentaires, tant au niveau des maisons de repos que dans les autres services. C'est ça, c'était ça ma question, parce qu'on entend quand même partout qu'il y a une pression énorme sur le personnel, notamment en cette période de Covid. Au niveau des travailleurs sociaux, il y a eu un net renfort au niveau de l'équipe sociale par l'intermédiaire des projets PIS qui ont permis effectivement l'engagement de 13 travailleurs. Au niveau des maisons de repos, il y a une tolérance d'être au-dessus de la norme jusqu'à plus de 30% au-delà de la norme INAMI. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on veille effectivement à respecter cette tolérance, en fait, d'être au-delà de la norme, ce qui n'est pas le cas nécessairement de tous les établissements d'hébergement. Et donc, bon, dire qu'il y a parfois, oui, il y a parfois des équipes qui, par la maladie, par quelques temps où effectivement on ne sait pas remplacer tout de suite un travailleur statutaire, mais bien qu'on les remplace pour être toujours en respect avec la norme. Et donc, il y a parfois des petits battements qui font effectivement que les équipes peuvent se sentir un peu déforcées. Mais je pense qu'on veille toujours à respecter les normes dans tous les services normés, en tout cas, et même au-delà de la norme. Ok, je vous remercie. Voilà, moi je vous pose ces questions, peut-être que d'autres ont déjà eu des réponses, mais comme nous ne faisons pas partie du Conseil de l'action sociale, évidemment, il y a plein d'informations que nous n'avons pas. Mais je vous remercie de m'avoir répondu. On est là pour y répondre, c'est ça le but du Conseil conjoint. Merci. On peut même aller au-delà, un conseiller communal qui souhaiterait avoir une information spécifique sur le CPS peut de toute façon toujours m'envoyer un mail et que je transmets bien évidemment soit à la présidente, soit à la directrice. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Est-ce que sur le point, donc par rapport à la présentation que vous a été faite par le réviseur, est-ce que vous avez encore des questions à poser ? Si pas, je remercie en tout cas Monsieur Rousseau pour votre présentation et je vous souhaite une excellente soirée. Je propose de passer au point suivant avec la politique sociale concertée avec le CPS, la ville et le relais social urbain, politique d'insertion socio-professionnelle, présentation par la présidente. Oui, merci Paul. Est-ce que tu peux me donner la main pour la présentation ? Enfin, ou Nicolas peut me donner la main. Oui, je fais ça tout de suite. Voilà. Voilà, est-ce que tout le monde voit correctement la présentation ? Si je n'ai pas de réponse, je suppose que... On la voit. Oui, voilà, j'espère que vous m'entendez correctement. Il s'agit ici de faire une photographie de la situation socio-économique du territoire tournaisien. Ce que je vous propose ici dans cette présentation, c'est de faire le point sur les indicateurs socio-économiques, de faire un point sur le logement à Tournai, un point aussi sur l'emploi, sur les aides sociales, à savoir les revenus d'intégration sociale et les aides sociales complémentaires, un point sur l'insertion socio-professionnelle, également une des priorités de la déclaration de politique sociale du CPS de Tournai. Un point, mais très très bref, sur le budget et les finances, parce qu'on aura
d'en discuter lors du dernier conseil communal de l'année et terminer aussi sur une note d'espoir et les projets que nous menons au sein de l'institution. Au niveau des indicateurs socio-économiques, moi je vais vous proposer de passer en revue le revenu médian, la part des moins de 18 ans qui vivent dans un ménage sans revenu du travail, les plus de 65 ans, faire un focus aussi sur les montants des crédits qui sont en cours, faire le point aussi sur les majeurs qui sont admis en procédure de règlement collectif de dette, la part des 18-64 ans également qui sont bénéficiaires de revenus d'intégration sociale, le nombre de crédits aussi par personne majeure et le nombre de crédits sociaux octroyés en cours d'année. Alors ce sont des chiffres qui proviennent de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation de la prospective et de la statistique, et de Wallstat, qui est le portail d'information statistique locale sur la Wallonie. Alors le premier slide, c'est le revenu médian net imposable par déclaration. Alors ces statistiques fiscales, elles sont établies sur base des déclarations à l'impôt des personnes physiques du lieu de résidence. L'année de revenu est l'année pour laquelle les impôts sont dus. Et le revenu total net imposable se compose ici de tous les revenus professionnels nets, du revenu immobilier net et des revenus mobiliers nets et revenus divers nets. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici sur Tournai? Sur Tournai, c'est l'ascenseur orange ici qui représente Tournai, le rouge c'est l'arrondissement de Tournai, le bleu c'est la province de Hainaut et le vert représente la Wallonie. Au niveau du revenu médian net, eh bien Tournai se trouve un peu au-delà du Hainaut et en deçà de l'arrondissement de Tournai et bien en deçà des chiffres wallons. Donc on est à 22 088. Ce qui n'est pas très élevé. Au niveau de la part des 18 ans qui vivent dans un ménage sans revenu du travail, c'est un indicateur clé ici qui rapporte le nombre d'enfants de moins de 18 ans, dont aucun des parents n'a un revenu du travail, au total des enfants de moins de 18 ans au 31 décembre. Ici encore, on est à 11,9, donc on est un peu en dessous de la moyenne du Hainaut et au-delà de l'arrondissement. C'est une moyenne ici équivalente à celle de la Wallonie. Au niveau des personnes de plus de 65 ans qui bénéficient de la GRAPA, ici, c'est un indicateur qui rapporte le nombre de bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées ou de revenus garantis à la population de 65 ans et plus au 1er janvier. Pour ceux qui ne le savent pas, la GRAPA, c'est une prestation qui est octroyée aux personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle remplace depuis 2001 l'ancien revenu garanti. Ici, j'attire votre attention, on est à 4,91%, donc on est un peu au-dessus de l'arrondissement et un peu en dessous de la moyenne wallonne, ce qui est relativement, et je prends des guillemets, bien, puisque à Tournai, la part des plus de 65 ans est très importante. Même des plus de 60 ans, elle est très importante. Elle représente un peu plus de 18 000 personnes. Et donc, c'est un chiffre relativement stable. Au niveau des montants, moyens de crédit en cours de l'année par personne majeure, vous voyez qu'en 2019, ça a tendance à diminuer quelque peu. Mais il y a une explication. Hein. C'est un indicateur ici qui rapporte les montants des nouveaux crédits qui sont contractés au cours de l'année à la population de 18 ans et plus. Et naturellement, il s'agit ici des personnes qui peuvent contracter un crédit. Notons ici que le refinancement d'un crédit hypothécaire est considéré comme un nouveau crédit. Et c'est en partie ce qui explique la forte augmentation qui est constatée ici entre 2014 et 2015. Pourquoi vous voyez une diminution ici entre 2018 et 2019 et la tendance sera également, à mon avis, similaire en 2020, c'est que la Banque nationale a appelé les banques à faire preuve aussi de plus de sévérité et de nouvelles règles ont été émises et ça date d'octobre 2019.
Le cinquième indicateur, c'est la part des majeurs admis à la procédure en règlement collectif de dette. C'est un indicateur ici qui rapporte le nombre de personnes qui ont un règlement collectif de dette en cours à la population de 18 ans et plus au 31 décembre. Le règlement collectif de dette, c'est une procédure judiciaire de médiation de dette dont l'objectif est de rétablir la situation financière d'une personne en état de surendettement durable en procédant, dans la mesure de ses possibilités naturellement, au remboursement de tout ou d'une partie de ses dettes tout en veillant à lui garantir une vie conforme à la dignité humaine. Ici, à Tournai, vous voyez qu'on est encore dans une tendance plus ou moins similaire à la Wallonie et à la province de Hainaut et un peu au-delà de l'arrondissement puisqu'on est à 1,12% de la part de majeurs admis en procédure de règlement collectif de dette. Le point 6, c'est la part des 18-64 ans bénéficiaires du revenu d'intégration sociale. Alors là, elle est assez ce slide est assez interpellant puisque si vous comparez la situation de Tournai où vous avez 4,56% des bénéficiaires du RIS, on est bien au-delà de la moyenne en Wallonie, en Hainaut et sur l'arrondissement de Tournai. Vous voyez ici qu'on a vraiment une explosion des bénéficiaires du RIS. Le septième indicateur, c'est le nombre moyen de crédits par personne majeure. Alors si c'est un indicateur qui rapporte le nombre de crédits en cours pendant l'année, à la population de 18 ans et plus. Et pour 2019, sur Tournai, on est à 1,41 par personne majeure. Le point 8, c'est le nombre de crédits hypothécaires sociaux qui sont octroyés en cours d'année. Alors, l'indicateur qui est présenté ici donne le nombre de prêts hypothécaires sociaux octroyés au cours de l'année. Alors là, vous avez la Société Wallonne du Crédit Social et le Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie qui sont notamment compétents pour octroyer des prêts hypothécaires à des taux avantageux à des ménages de conditions modestes. Ici, ce qui est peut-être plus interpellant, donc vous avez 55 pour l'année 2019 à Tournai, comparé à l'arrondissement, c'est un peu moins. Pour information, l'arrondissement de Tournai, c'est Antoine, Brunehaut, Selles, Étain-Puy, Leuze, Mont-Blanc-Clus, Pec, Perruet, Rume et Tournai. Un mot sur le logement et sur les indicateurs logement. Vous avez ici un slide qui représente la part des ménages qui vivent dans un logement public. Alors à Tournai ici, c'est 6,67%. Alors qu'est-ce qu'on considère comme logement public ? Comme logement public sont considérés, ce sont les logements de transit ou d'insertion, les logements loués appartenant à une commune, un CPAS ou une régie autonome, les logements qui sont mis en gestion par des propriétaires privés et publics par l'intermédiaire d'une AIS ou d'une société de logement de service public ou une ASBL. Ce sont les logements qui sont gérés par le Fonds du logement wallon. Ce sont les logements créés dans le cadre des formules de type Community Land Trust et c'est les logements de résidence-service, social ou non, à la condition qu'ils soient gérés par un opérateur reconnu par le Code et ce sont les logements d'urgence. Ça, ce sont les logements publics. Donc à Tournai, c'est 6,67% de part de ménages qui vivent dans un logement public. Le nombre de candidatures à un logement social, cet indicateur donne ici le nombre de candidatures à un logement social active par entité de premier choix. Alors depuis le 1er janvier 2013, les candidats sont amenés à sélectionner un maximum de 5 communes classées par ordre de préférence. Les données qui sont présentées ici font référence à une seule commune de premier choix. Et donc sur Tournai, on est ici à un nombre de candidatures de 735 et sur l'arrondissement, on est à 1925.
Le nombre de logements qui sont loués via une agence immobilière sociale. Alors ici, c'est l'indicateur qui donne le nombre de logements sociaux assimilés, loués par une AIS sur le territoire de l'entité. Donc on est à 194 pour Tournai et 443 pour l'arrondissement. Au niveau de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés. Donc ici, le Bureau international du travail désigne comme chômeurs les personnes ayant dépassé un âge spécifié qui, au cours d'une période de référence, étaient soit sans travail, soit disponibles pour travailler ou à la recherche d'un travail. Pour 2019, on est à 3818 sur Tournai et 10 484 sur l'arrondissement. Le taux de chômage administratif des 15-64 ans, là j'attire juste votre attention sur les petites coquilles qui se trouvent dans le document que vous avez reçu. Donc pour le taux de chômage à Tournai, on a une moyenne annuelle en 2018 de 13 et pas comme 19, comme c'est indiqué dans le document. Et pour l'arrondissement de Tournai, on a une moyenne annuelle de 11,1 et pas de 13,8. Alors, le taux de chômage rend compte ici de la proportion des personnes qui, dans la population active, sont sans emploi, à la recherche d'un emploi et disponibles pour occuper un emploi. Donc là, ça reste plus ou moins stable. Au niveau des aides sociales, vous avez ici un slide qui représente l'évolution des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur Tournai entre 2010 et 2020. J'attire juste votre attention que pour 2020, on a bloqué les chiffres au 31 août, puisqu'on devait rendre les documents dans un délai déterminé, mais ça n'a pas beaucoup évolué depuis lors. Donc, on est passé de 1000 bénéficiaires du RIS en 2010 à 1900 aujourd'hui. Alors, dans ces 1900 bénéficiaires du RIS, vous avez 854 isolés, 602 cohabitants et 444 atofamilles. Alors, ces 1900 RIS, ça peut paraître très technique, mais c'est une moyenne de 3834 personnes qui sont en situation de pauvreté à Tournai, soit 5,5% de la population tournaisienne. Ici encore, selon les estimations qui émanent d'organes officiels, ceux-ci avaient annoncé qu'on aurait dû avoir une augmentation de 10% en 2020 et une nouvelle augmentation de 10% en 2021. Nous, on estime ce retour de manivelle plus ou moins vers 2021-2022. J'attire aussi ici également votre attention sur les nouveaux profils que nous accueillons au CPAS, notamment les travailleurs à bas revenus, les travailleurs en chômage économique et les indépendants. Au niveau des demandes d'aide sociale complémentaire, là, on a fait un focus sur les demandes de santé, les demandes en éducation et les demandes en logement. Alors, si vous regardez les chiffres entre 2018 et 2020, vous constatez une diminution. Nous avons arrêté les chiffres au 31 août 2020. Alors, on ne doit certainement pas se réjouir de la diminution de ces chiffres parce que c'est clairement une bombe à retardement. Puisque les gens se soignent moins, les indicateurs et les informations en font le constat, un traitement retardé dans les hôpitaux, hésitation à se rendre chez le médecin, soit un généraliste, soit un spécialiste. Les aides à l'éducation entre mars et juin ont diminué aussi parce que les cantines scolaires étaient fermées, les voyages scolaires étaient annulés, les classes vertes étaient annulées. Quant aux aides au logement, ça a été décalé également parce qu'il y a beaucoup de déménagements qui ont été reportés. Et enfin, ce qui est, j'ai envie de dire, important ici de dire lors de ce conseil, c'est que nous avons reçu un subside du fédéral dans le cadre de la crise sanitaire. Donc, on a reçu un subside d'1 200 000 € pour venir en aide à tout profil. Faut pas seulement être bénéficiaire de revenus d'intégration sociale pour faire appel au CPS dans le cadre de la crise Covid, mais on a reçu ce subside. Donc, si
vous connaissez des personnes qui rencontrent des difficultés en lien avec la crise, elles peuvent appeler le CPAS et nous avons un subside qui, fort heureusement, peut être utilisé jusque décembre 2021. Initialement, on nous avait dit qu'on pourrait l'utiliser jusque seulement fin 2020, ce qui aurait été naturellement dans la pratique impossible à tenir. Mais donc, ce subside, voilà, on peut le valoriser jusque fin 2021. Au niveau de l'insertion socio-professionnelle, là on avait également une grande crainte cette année, c'est de voir le nombre d'articles 60 diminuer. Donc ici, je trouve que la casse est relativement limitée puisqu'en 2019, nous avions 183 articles 60. Donc des articles 60, ce sont des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale qu'on nous remettons à l'emploi, soit via le CPS, soit via la ville, soit au sein d'un autre CPS, au sein d'une ASBL, d'une intercommunale, d'un hôpital ou d'une entreprise reconnue économie sociale. Donc en 2019, on était à 183. En 2020, on est à 159. Et à ce sujet, je tiens également à souligner la très bonne collaboration que nous avons avec la ville qui accueille énormément de personnes article 60. Ici, le dernier slide que je voulais vous exposer concernant l'insertion socio-professionnelle, c'est les chiffres qui sont repris du slide précédent, hein, où en 2019, on avait 178 articles 60, 159 aujourd'hui. Voilà, la diminution est relativement limitée, mais sachez que la remise à l'emploi et l'accompagnement socio-professionnel est une priorité qu'on souhaitait développer en 2020, mais voilà, on souhaitait développer d'autres partenariats avec d'autres partenaires, même des partenaires privés, mais voilà, ce n'est que partie remise. Au niveau du budget et des finances, brièvement, puisque vous aurez le détail le mois prochain, vous le savez, hein, les CPS ici sont pris à la gorge financièrement et une partie de leur financement se reporte sur les communes. À tourner en 2020, c'était 542 474 € qui ont été demandés en complément. Et pour 2021, ce sera plus de 4 millions d'euros qui seront sollicités à la commune. Donc entre 2022 et 2024, c'est 21 millions d'euros que la ville devra financer pour le budget du CPS, pour que le budget du CPS soit à l'équilibre. Au niveau, même si on vit naturellement des moments très difficiles, on n'en perd pas moins notre détermination et la volonté d'avancer dans les projets, que ce soit pour les usagers du centre, et ici les moyens de 2020 qui étaient inscrits pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes bénéficiaires du RIS vont être confirmés. Et là, j'espère avoir une bonne nouvelle dans les jours à venir, puisqu'on a répondu à un appel à projet de la Wallonie pour bénéficier de subsides complémentaires pour l'engagement d'article 60 avec des profils éducateurs, aides-soignants et auxiliaires professionnels. Donc là, j'espère qu'on a été vraiment sur la balle pour répondre à l'appel à projet. On espère qu'on aura une bonne nouvelle. Pour les usagers, on a un gros projet ici de construction de nouvelles maisons de repos. Le moulin à cailloux, là, on a déjà adopté l'esquisse, l'avant-projet et le permis devrait être déposé début 2021. Et pour l'an prochain, sont sur les rails également la rénovation de nos deux maisons d'accueil, la Consoudé les Oliviers, donc la maison d'accueil pour les femmes victimes de violences et la maison pour jeunes adolescents. Enfin, pour le personnel du centre, notre volonté, c'est toujours la professionnalisation du management, notamment au travers des synergies avec la ville, et ça, le directeur général de la ville en parlera de manière plus précise dans quelques instants, et la simplification des procédures administratives et la numérisation et l'informatisation des services du CPS, pour lequel nous avons actuellement un très gros retard, mais on a déjà prévu les moyens pour l'an prochain.
Et donc, je vous l'ai dit, on mène des actions pour les usagers, on mène des actions pour notre personnel, on mène également des actions pour l'environnement. Et dans tous les dossiers que nous menons, on a vraiment une attention particulière sur la diminution de l'empreinte écologique et de la facture énergétique des bâtiments. On a une attention particulière aussi sur la réduction des flux de papier dans une perspective numérique et une perspective de dématérialisation des processus. Et depuis cette année, on a fait l'acquisition aussi de voitures et de camionnettes équipées au CNG. C'est un résumé, il y a beaucoup d'autres actions en cours. Je vais stopper la présentation. Je vous remercie d'abord pour votre attention. Je sais que c'est très technique. C'est beaucoup de chiffres, mais c'est vraiment une photographie socio-économique de notre territoire. Je reste aussi, je ne l'ai pas fait ici dans la présentation, mais je peux vous donner également un état des lieux sur la situation sanitaire des différents services du centre, si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie, Monsieur le bourgmestre. Merci beaucoup. Qui souhaite la parole? Madame Martin. Oui, c'est bien un petit point sur la situation sanitaire, ça serait effectivement le bienvenu. Maintenant, par rapport à tout ce que nous venons de voir, je cite Laetitia. Pour rappel, lors du Conseil conjoint de décembre 2015, il a été convenu que chaque année, un dossier sur la situation du niveau et des conditions de vie de nos concitoyens serait présenté au Conseil conjoint Ville-CPAS. Et cela est très bien, mais devrait normalement se traduire dans des plans ambitieux avec des objectifs précis et mesurables sur 1 an, 5 ans, 10 ans, pour résoudre des problèmes récurrents et désastreux. Nous constatons qu'année après année, vous restez plus ou moins dans la répétition pour la plupart des indices. On semble trouver normal d'avoir un chômage qui avoisine les 13% et que la liste d'attente pour un logement social reste année après année autour de 750. Le nombre de RIS qui a augmenté et qui va dépasser normalement cette année, qui dépassera les 2000, tout ça montre que la pauvreté endémique s'accroît. Alors, par exemple, vous avez parlé de la rénovation de la Consoude, mais dans cette rénovation, combien de places supplémentaires y a-t-il, de même que pour les oliviers, par exemple? Parce qu'on voit en 2019, on voyait qu'il y a 10 femmes et 10 enfants hébergés, et il me semble que ça correspond à la capacité totale de la Consoude. Donc, alors qu'on sait que la réalité cachée est bien plus importante, même en dehors des temps de confinement, et on voudrait voir là une augmentation. On voit aussi dans ce rapport, on a vu aussi dans ce rapport jusque 115 repas distribués par jour aux SDF. Alors, c'est très bien, mais ça signifie donc qu'ils sont largement plus d'une centaine à Tournai. Alors oui, c'est vrai, différentes choses sont faites, je ne suis pas en train de jeter la pierre à tout, mais il y a aussi différentes associations qui existent et qui tentent de leur venir en aide et de gérer la misère dans l'urgence. Mais on voit c'est insuffisant par rapport aux besoins vitaux et que ces actions seront sans cesse à renouveler et à augmenter tant qu'on ne s'attaquera pas à la source du problème qui est l'inégalité et l'injustice sociale. Alors, quelles mesures pensez-vous prendre en parallèle pour sortir les gens de cette, pas seulement pour leur donner à manger, mais pour les sortir de cette situation et pour empêcher d'autres d'y tomber et avec quels résultats? On voudrait savoir aussi où en sont les mesures complémentaires liées au Covid et qu'on pouvait prévoir de longue date pour permettre le confinement et surtout pour empêcher de mourir en rue d'hypothermie comme récemment. Combien de personnes... On se pose la question en se demandant combien de personnes, par exemple, sont décédées en rue, que ce soit d'hypothermie ou autre. Parce qu'il faut bien dire que depuis de trop nombreuses années à Tournai, les SDF ont été victimes d'une politique qui fait penser à la chasse aux pigeons pour nuisance publique. Et les conséquences de cela sont aujourd'hui bien visibles. Alors, on se demande combien de victimes il faudra encore pour prendre enfin cette problématique à bras-le-corps et de manière prioritaire, urgemment prioritaire.
pour écouter les travailleurs de rue qui s'épuisent avec de trop faibles moyens, trop de difficultés de contact, notamment avec les services en télétravail, et on les remercie d'ailleurs d'être restés actifs pour apporter leur aide. Alors, cette période de confinement est révélatrice des cruautés de notre système qui, en cas de crise, abandonnent à leur sort les plus fragiles, tandis que d'autres, comme les mandataires publics, sont protégés, ne subissent aucune perte ou que d'autres encore s'enrichissent scandaleusement. La comparaison avec l'arrondissement, la province, la Wallonie nous apparaît comme un truc pour se donner un peu bonne conscience parce que ça exprime l'idée on reste dans la marge, donc quelque part c'est normal. Ça exprime surtout le fatalisme par rapport à la situation. Et donc, nous aimerions, ce que nous voyons ici, dans ce rapport, c'est une sorte de comptabilité de la misère. Au contraire, on voudrait voir, nous, un plan avec des objectifs mesurables, des moyens financiers, du personnel pour diminuer ces chiffres chaque année. Avez-vous un plan que nous pourrons voir transparaître dans le tout prochain budget? Et je terminerai en vous disant que j'avais pensé à demander une minute de silence en hommage à cette jeune femme morte dernièrement d'hypothermie dans la rue. Mes réflexions faites, son décès est déjà lié à trop de silence. Alors le seul hommage réel serait de s'activer pour que plus personne ne connaisse un sort aussi cruel et sordide que celui de Maya. Pour cela, comptez-vous suivre l'exemple de Liège, où 4 hôtels vont accueillir des personnes sans abri cet hiver. C'est une solution proposée par le PTB depuis le mars dernier, sur laquelle ils sont encore revenus au Conseil communal de lundi dernier. Et ça fait du bien de voir que notre proposition, que la majorité PS-MR jugeait impossible il y a quelques mois, est finalement bien possible et mise en place, comme quoi quand on veut, on peut. Ce système fonctionne également à Bruxelles et ça fonctionne bien, à la fois au niveau des hôtels et au niveau des occupants. Alors, on voudrait vraiment qu'une solution soit apportée et que plus personne ne dorme dans la rue cet hiver, parce que chaque personne qui y sera encore, ça sera une tâche importante sur la responsabilité de cette ville, quoi. Je vous remercie. Laetitia ? Oui. Plusieurs choses. Je vais développer sur la situation sanitaire rapidement. Ensuite, je développerai sur la ligne rouge que nous avons mis en place au CPS pour les actions à mener avec le timing précis. Par contre, sur le volet grande pauvreté, si le CPS agit dans ses compétences, je céderai peut-être la parole quelques instants à Quentin Hervin qui doit être parmi nous et qui est président du relais social urbain pour qu'il puisse dire un mot sur les actions qui sont menées. Alors au niveau de la situation sanitaire, ça n'a pas été simple, notamment pour les maisons de repos, pour le home pour personnes handicapées, aussi pour les services sociaux à leur manière. Alors au niveau du moulin à cailloux, et on essaye, Dominique, de faire des communications à intervalles réguliers. Ça ne sert à rien de faire des communications tous les jours, mais dès qu'il y a des changements significatifs, le CPS communique à l'attention de l'associatif, de la presse, des conseillers de l'action sociale. Au niveau du moulin à cailloux, donc les chiffres datent de vendredi soir. Nous avions 45 résidents testés positifs. Les visites étaient suspendues pour les 2e et 3e étages. Donc ça, c'est pour le moulin à cailloux, c'est la maison de repos qui se trouve à la rue des Brasseurs. À Benjamin-Grugeon, c'est la maison de repos qui se trouve à Caen. Actuellement, il n'y a aucun cas Covid et les visites encadrées sont maintenues. À l'Ombre du Temps, la 2e maison de repos à Caen, nous avons 7 résidents testés positifs et les visites encadrées sont maintenues pour les résidents qui sont testés négatifs. Pour la crèche du Clair-Matin, on a dû fermer 10 jours en octobre suite à un test positif pour 2 puéricultrices. C'était en application du protocole de l'ONE, mais aujourd'hui, la crèche fonctionne totalement normalement.
Pour les maisons d'accueil pour femmes victimes de violences et pour les jeunes en difficulté, la Consoude et les Oliviers, ça fonctionne totalement normalement et à ce jour, on ne dénombre aucun cas. J'en profite ici pour répondre à ta question concernant la demande de places supplémentaires. Il n'est pas prévu ici dans les travaux d'avoir des places supplémentaires. Actuellement, on a un agrément pour un nombre de places limité. L'objectif ici, c'est de ne pas travailler sur la quantité, mais de travailler sur le qualitatif. De faire en sorte ici qu'à tout le moins, les maisons de repos qui sont les nôtres puissent être rénovées correctement. Donc ça, c'était pour la Consoude et les Oliviers. Et, pardon ? Oui, c'est très bien, mais les femmes qui se font taper dessus, ça ne fait qu'augmenter. Et donc, on devrait avoir des possibilités qui augmentent aussi. D'accord, je rappelle quand même qu'à Tournai, on est la seule ville ici en Wallonie-Picarde à avoir une maison d'accueil pour femmes victimes de violences. C'est pas pour ça qu'on peut pas faire mieux, quoi. Je ne dis pas, mais je veux pas faire plus, et finalement après avoir énormément d'infrastructures et que je ne sache pas les entretenir, ce qui est le cas actuellement au niveau du logement. On a énormément de logements et finalement après on se retrouve le couteau sous la gorge et on ne sait pas les entretenir. Donc ici, on va déjà garder ce que nous avons, les rénover, les rendre dignes et confortables pour ce public en difficulté, mais il n'est pas prévu d'avoir des places... Je comprends, mais je crois surtout que les femmes qui sont battues actuellement connaissent très bien la notion de couteau sur la gorge, quoi. Parce qu'elles, c'est un peu avec ça qu'elles vivent en permanence et qu'elles n'ont pas cette possibilité de s'échapper, quoi. Et donc, j'insiste beaucoup, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on devrait vraiment faire un très gros effort, quoi. Je pense qu'on a déjà fait une partie du chemin, ce qui n'empêche qu'on pourrait faire plus, mais je vous rappelle que j'ai l'interdiction d'ouvrir un quelconque nouveau service. Alors, au niveau de la maison d'enfants d'Écarlier, il n'y a aucun cas à signaler. Et au niveau du Home Valère Delcroix, qui accueille les personnes handicapés. Il y avait un cluster de 33 résidents qui avait été constaté début novembre et aujourd'hui, la quarantaine a pu être levée. Voilà pour la situation sanitaire. Maintenant, pour le suivi des actions que nous menons au CPS et sur ce que nous envisageons pour la législature, je vous rappelle deux choses. La première, c'est que nous avons une déclaration de politique sociale. Vous me direz, ça, c'est une déclaration politique, c'est vrai. Mais cette déclaration politique, elle est traduite dans un plan stratégique transversal. Alors, c'est très technique, mais c'est comme ça, c'est imposé par la Wallonie. Mais tout ça est encodé et nous avons l'obligation de le suivre avec des échéances à devoir respecter. Ce plan stratégique transversal est présenté, forcément il n'est pas présenté au conseil communal, mais il sera, ici on fera un état des lieux normalement fin du mois prochain ou début du mois de janvier. On a un tableau de bord avec le suivi de toutes les actions que nous menons. Alors ça a été quelque peu ralenti avec la crise Covid cette année, mais ça n'entache pas notre détermination et on a des objectifs à atteindre. Un des objectifs, c'était aussi la gestion financière. Des audits, ça prend quand même aussi un certain temps, hein. Si vous regardez ici l'audit financier, ça va nous prendre 3 ans. On a un audit logement qui a été lancé également au tout début de la législature. Vous voyez, on a les conclusions ici, octobre 2019. On a également un audit des terres agricoles du CPS qui est en cours. On travaille également avec un organisme externe pour la valorisation des subsides pour les maisons de repos. On a également ici un audit qui va être lancé pour la cuisine centrale. Tout ça se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Il y a énormément de travail de gestion aussi au sein du CPS de Tournai. Et avant de se lancer dans des grands projets, c'est
très louable, c'est très, très acceptable, mais il faut en tout cas pouvoir avoir une administration qui tourne, qui fonctionne correctement, qui soit remise sur les rails avec des processus clairs, précis pour tout le monde, des choses simples, et puis petit à petit, on va arriver à avoir une administration efficiente et accessible. On a également beaucoup d'espoir pour le service social, qui est le service le plus important du CPS de Tournai. On se rend bien compte parfois de la difficulté d'atteindre ce service social, mais les demandes, elles sont croissantes, vous l'avez vu, on a doublé les demandes en 10 ans sur Tournai, et ce n'est pas singulier à Tournai. Vous regardez les chiffres au niveau de la Wallonie, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le graphique et vous voyez une augmentation claire des demandes, soit de revenus d'intégration sociale, soit de demandes d'aide sociale complémentaire. Vous voyez la courbe qui augmente et vous voyez en même temps la courbe des assistants sociaux qui doivent traiter ces dossiers. Eh bien, cette courbe, c'est même pas une courbe, c'est une ligne droite, parce que vous avez une augmentation des demandes, mais finalement, le nombre d'assistants sociaux pour traiter ces dossiers n'augmente pas à due concurrence de l'augmentation des revenus d'intégration sociale. Et donc, c'est très compliqué, mais avec Isabelle de Froyenne, qui est directrice générale faisant fonction ici, on essaye vraiment de trouver des solutions. Voilà, ici encore, vous allez me dire, c'est la réponse facile, mais en même temps, ça vient vraiment perturber nos travaux et les ambitions que nous avons pour le CPS. Mais on a vraiment cette volonté de le rendre accessible, de le moderniser. Et j'espère qu'on pourra avoir une revalorisation pour les dépenses en termes de personnel, pour les dossiers sociaux. Et ça, je sais que c'est actuellement en discussion. Pour le reste, on peut voir grand, mais pour voir grand, il faut que l'argent puisse suivre. On n'a pas de projet sans argent. Et actuellement, je travaille avec un budget qui dépend clairement de la ville, puisque je fais activer l'article 106 de la loi organique qui dispose que la ville doit venir compenser le budget du CPS qui maintenant n'est plus à l'équilibre. Et donc, voilà, on a des projets, énormément de projets, raisonnables, qualitatifs. On va se recentrer sur nos missions, mais je ne veux pas avoir de projet démesuré. J'entends bien, Laetitia. Mais ce dont tu me parles là, c'est surtout d'une gestion financière du CPS. Moi, je te parle de la situation des SDF qui sont actuellement. Comment vont-ils être rattrapés? On va laisser la parole à Quentin qui. D'accord. Ok. Moi, j'aimerais bien que l'humain soit d'abord au centre des préoccupations du CPS. Monsieur Hervin, Quentin. Oui. Et donc, un petit mot sur le relais social, donc pour dire que le relais social est la coordination des acteurs institutionnels et associatifs qui accompagnent la grande précarité à Tournai. C'est un réseau. Et donc, le relais social a pour mission de coordonner ces différents acteurs pour mettre effectivement donc, en œuvre toute une série de mesures et d'actions en faveur de ce public-là. Je voulais peut-être revenir sur la question du chiffre. Madame Martin, vous avez cité une centaine de personnes qui bénéficiaient de repas. En fait, estimer le nombre de personnes sans abri à Tournai, comme partout ailleurs, c'est assez difficile. Donc, le chiffre que vous avez mentionné vient à la fois d'un chiffre qui est le chiffre de l'assiette pour tous, du nombre de personnes qui fréquentent l'assiette pour tous. Et donc, à l'assiette pour tous, vous avez à la fois des personnes qui sont en rue, à la fois des personnes qui sont en errance chez des tiers dans la famille, et à la fois des personnes qui sont mal logées ou qui sont devenues des habitués. Si je peux prendre un autre chiffre, c'est celui du nombre de personnes qui ont fréquenté l'abri de nuit en 2019. Il y a eu 220 personnes différentes sur l'année 2019. Et alors, un petit dernier chiffre pour donner des idées, c'est les chiffres de fréquentation et la place disponible habituellement dans deux dispositifs qui est l'accueil de jour Bras Zéro et l'abri de nuit. Donc, habituellement, en période non-hiver, l'abri de nuit accueille 25 personnes, a une capacité de 25 personnes. C'est une capacité qui actuellement est suffisante à Tournai. Alors, il y a quand même toute une série de personnes qui choisissent
de ne pas fréquenter l'abri nuit et qui choisissent de dormir dehors, de dormir chez des tiers. Donc, ça ne signifie pas non plus ce nombre de 25 personnes, enfin 25 places, ça ne signifie pas le nombre de sans-abri à une période donnée. Et peut-être donc un autre chiffre, c'est qu'en période hivernale habituelle, tant Brasero que l'abri nuit augmentent leur capacité à une quarantaine de lits à l'abri nuit et une quarantaine de personnes accueillies par jour à Brasero. Et donc, voilà, pour vous dire que la réalité des chiffres, elle est un peu multiple et qu'il faut, voilà, j'ai essayé de vous en donner quelques-uns pour vous donner à voir. Alors, sur les accompagnements qui sont menés, peut-être dire deux choses. C'est, d'une part, pendant le premier confinement, les services de première ligne ont été mis à mal. Tournai a eu assez de chance de maintenir quand même sa première ligne. Et donc, l'abri de nuit est resté ouvert, ce qui est vraiment une particularité de la ville de Tournai, et c'est lié au travail des équipes d'Auxilis qui ont continué à ouvrir. Nous, on a estimé que c'était préférable que les personnes puissent continuer à être accueillies là où elles en avaient l'habitude, avec leurs équipes habituelles. Et donc, on a eu cette chance. Et puis, il y a eu toute une série de services, dont l'Assiette pour tous et Brasero, qui ont fermé. Et alors, ça a occasionné pour nous le fait de renforcer les maraudes en rue et d'organiser la distribution de repas en rue aussi. Alors là aussi, on a constaté une fréquentation qui a démarré de 30 repas au début et qui a été jusqu'à 90 repas. Cette distribution se faisait dans le quartier Saint-Pierre et donc on a vu aussi qu'il y avait une série de personnes qui étaient en difficulté de logement ou en errance ou mal logées chez des tiers qui sont venus profiter de ces repas. Alors, au jour d'aujourd'hui, normalement, notre dispositif est renforcé pendant la période hivernale. L'abri nuit augmente ses places, Brasero augmente ses périodes et il y a toute une série d'associations comme la Croix-Rouge et d'autres qui viennent renforcer l'aide et le soutien des personnes qui sont en rue. Ce plan Grand Froid, il démarre au 1er novembre, il est en cours. Maintenant, avec la question particulière du Covid, c'est vrai qu'on a été mis en difficulté. L'abri de nuit ne peut pas augmenter son nombre de places comme prévu et donc il a maintenu 26 places et n'augmentera pas à 42 comme habituellement. Et Brasero, qui va jusqu'à 40 accueils habituellement en plan hiver, limitera 15 personnes à la fois le nombre de personnes présentes dans son bâtiment. Et donc, c'est lié à ces fameuses normes de distanciation et aux règles, disons, qui visent à la sécurité de tous. Alors, le relais social a été informé par la ministre de l'Action sociale, Madame Montréal, fin octobre, qui avait des moyens disponibles supplémentaires qui seraient donnés au relais pour organiser des solutions complémentaires. Et donc, le relais s'est engagé, donc on a pris cet engagement début novembre au lancement du plan Grand Froid, à mettre en place une solution, un dispositif supplémentaire d'accueil de nuit et d'accueil de jour, ainsi qu'un dispositif spécifique d'accueil des personnes qui sont contaminées au Covid et qui doivent être isolées, qui se trouvent dans une situation de grande précarité. On s'est engagé à ouvrir ce dispositif début décembre et donc je peux vous dire que ce dispositif est prêt à être ouvert. Et qu'on devrait accueillir nos premiers usagers fin de cette semaine-ci. Voilà, ça a signifié quand même un travail gigantesque. Ça a signifié la collaboration du CPS, la collaboration de la ville de Tournai. On a aussi obtenu l'ouverture des bains-douches, donc une ouverture supplémentaire pour permettre aux personnes qui ne peuvent plus se doucher à l'abri de nuit d'accéder à des douches. Et donc, je crois qu'à notre mesure, en tout cas, le réseau s'est mobilisé pour faire en sorte, en urgence, disons, de répondre à la question à la fois de la grande précarité et du Covid. Et voilà, pour terminer, bien entendu, juste dire un mot que les équipes sont sur les genoux, que c'est simple pour personne et c'est encore plus dur pour les usagers. Et qu'à la fois, on a quand même cette chance d'avoir un réseau qui fonctionne bien et d'avoir un dialogue au sein du relais social qui permet aux institutions publiques et privées de faire un vrai travail de réseau. Alors, ça ne sort pas nécessairement les gens de la rue. Hein. Vous savez, Madame Martin, qu'il y a ce dispositif de Housing First qu'on a tenté de mettre en place et qui va être renforcé par une subvention de la région Wallonne à partir de 2021. Mais là aussi, on est dans du travail social et donc c'est une personne à la fois et ça coûte effectivement beaucoup d'énergie de sortir des personnes
de la rue pour les installer durablement au logement. Voilà, c'est les éléments que je voulais vous apporter. J'espère que ça répond à vos questions. Entièrement. Quels sont les endroits supplémentaires pour pallier aux limitations au niveau de l'abri de nuit et du brasero, où ces gens vont-ils aller? Parce que moi, ce que vous m'expliquez là, j'ai pu le voir sur Internet, mais j'ai vu aussi que vous étiez toujours dans l'attente d'un endroit où pouvoir diriger les gens. Oui, et donc au 1er novembre, on a constaté qu'on était encore sans cet endroit. Et si vous voulez, fin de semaine, on va annoncer, mais je vais laisser l'équipe du relais social le faire parce que c'est tout un dispositif qui est en place et donc un fonctionnement spécifique qui va être mis en place et qui vient compléter l'abri nuit, l'abri de jour, qui ne vient pas le remplacer. Et donc, cet endroit, il existe, il sera mis en place fin de semaine et on sera en capacité d'accueillir 10 personnes de plus la nuit. On sera en capacité d'accueillir 3 personnes qui seraient contaminées au Covid et de les isoler. Et on sera en capacité aussi d'offrir des places supplémentaires d'ouverture en abri de jour quand Brasero n'est pas ouvert, notamment sur certaines périodes le week-end. Mais donc, voilà. Vous n'arriverez quand même pas à une capacité d'accueil comme prévu initialement par le plan grand froid. Non, et donc le plan grand froid au niveau de l'abri de nuit fait passer habituellement les 26 lits à 42. Et donc ici, on atteindra 36 lits plus 3 lits de confinement, ce qui fait 39 lits. Maintenant, peut-être 2 choses. Je rappelle qu'il y a en fait 100 lits en maison d'accueil à Tournai. Et alors, deuxième chose, peut-être mentionner aussi que le plan grand froid, c'est une subvention de la région wallonne qui, au niveau du relais social, est une subvention de 55 000 € pour la période. Et donc, juste vous dire que le plan grand froid, c'est aussi un effort de chacune des institutions d'aller un petit peu à ses limites et de pousser un peu les murs pour accueillir les gens. Donc, je crois qu'avec les 36 places plus 3 lits de confinement qu'on a réussi à faire, en tout cas, on reste dans un dispositif qui est gérable par nos équipes, qui est à la hauteur de qui répond en tout cas aux exigences des pompiers en fonction du lieu qu'on a trouvé et qui permettra quand même d'avoir un dispositif proche du dispositif habituel en plan hivernal. Mais envisagez-vous de réquisitionner des hôtels comme c'est pratiqué ailleurs pour ne plus avoir, une jeune femme est morte de froid dans la rue de Tournai, dans les rues de Tournai, quoi. C'est quand même une situation absolument épouvantable et qui ne peut en aucun cas se reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on met en place en urgence? Est-ce que vous avez des solutions de secours? Parce que j'entends bien qu'on ouvre plus de places, mais quand aura-t-on la garantie que plus une personne ne devra dormir dans la rue? C'est ça que je vous demande. Et donc ça, peut-être 2 choses. Donc d'abord, on n'aura pas la garantie que personne ne dormira en rue parce qu'il faut savoir qu'il y a encore des personnes qui font le choix de ne pas utiliser des dispositifs. Alors ce choix, d'ailleurs, c'est un choix qui est parfois motivé pour de bonnes raisons. C'est parfois des personnes qui se sentent en insécurité dans ce genre de dispositif ou pour lequel l'accès à ces dispositifs est compliqué parce qu'il faut vivre en collectivité, il faut côtoyer d'autres personnes. Donc, il y a des gens qui vont continuer à faire le choix de dormir dans des squats, de dormir chez des tiers, de dormir sur un fauteuil de quelqu'un qu'ils ont rencontré n'importe où en rue ou de dormir en rue. Donc, ça, c'est une chose. Autre chose, vous dire aussi que les personnes décèdent en rue et donc la situation de cette dame morte d'hypothermie, j'en ai connaissance et effectivement, ça a beaucoup marqué les équipes qui accompagnaient cette personne. Mais juste vous dire que cette réalité est une réalité de toute l'année. Et donc, nos équipes au travail dans la rue côtoient toute l'année des personnes qui décèdent de mauvaise santé, qui décèdent des conditions difficiles, qui décèdent de la précarité. Et cette situation, elle est valable en rue, elle est valable aussi dans le mal logement, et elle est valable à Tournai comme d'autres grandes villes. Donc moi, je ne m'engage pas, et c'est pas le rôle du relais social de s'engager à empêcher toute personne de mourir en rue. En fait, nous en sommes incapables et ça n'est d'ailleurs pas une de nos missions de travail social. Notre mission de travail social, c'est d'accompagner les personnes dans des dispositifs adéquats avec des travailleurs sociaux compétents qui sont là, qui accompagnent les personnes et qui les accompagnent dans ces dispositifs. Et vous vous rendez compte de ce que vous me dites?
Vous Oui, vous rendez mais compte que vous me dites, il y a des gens, c'est pas neuf, il y a des gens qui meurent en rue, et grosso modo, ce que vous me dites là, nous, on a rempli, on a fait notre job, donc voilà, on ne sait pas plus, quoi. Je trouve ça quand même d'une violence incroyable. oui, mais je vous témoigne de travail social. Et donc, le travail social, c'est l'accompagnement de la personne par des personnes qualifiées. Et donc, moi, je ne peux pas vous garantir que personne ne décédera en rue. Des personnes pourraient décider de ne pas utiliser les dispositifs qu'on met en place. Je ne sais pas. Alors, pouvez-vous garantir que toute personne qui le souhaite pourra être abritée, alors que ça soit vous, que ça soit Laetitia, que ça soit Monsieur Delannoy, peu importe. Mais nous sommes tous dans une ville ici où une jeune femme est morte de froid dans la rue. Et c'est une situation intolérable et je peux pas entendre comme réponse des réponses de gestion, d'administration, de finances, de quoi que ce soit. Non, c'est un problème vital, urgent, pour lequel il faut, à pied, à cheval ou en voiture, trouver des solutions. Et c'est pour ça que je vous dis, si jamais, mais je peux comprendre que techniquement, il y ait des difficultés, pourquoi, dans ce cas-là, ne pas s'adresser aux hôtels pour qu'en cas d'urgence à laquelle on ne sait pas répondre, il y ait une possibilité? J'ai l'impression, Madame Martin, que parfois vous ne voulez pas non plus entendre. Non, il y a des choses que je refuse d'entendre. Oui, ça c'est tout à fait exact. Il y a des choses que je trouve impossibles à entendre. Oui, je peux comprendre. Je vous propose quelque chose là. Si je peux me permettre, Monsieur le Bourgmestre, juste vous dire que hors les dispositifs qu'on met en place, et donc si ces dispositifs devaient être pris d'assaut et je veux dire notre réseau se réunirait pour travailler à ça, et donc je propose, on va mettre en place nos 10 places supplémentaires et notre dispositif d'accueil. On verra bien aussi comment le public réagit à ça. Je dois vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, l'abri de nuit, il y a encore des places disponibles à l'abri de nuit, alors dans le respect des règles sanitaires de l'abri, mais sinon il y a encore des places. Donc on n'est pas actuellement à un niveau qui nous empêche de travailler. Et l'autre chose, c'est qu'il y a toujours le dispositif d'urgence du CPS aussi. Et donc, face à des situations particulières, il y a des personnes qui peuvent être prises en charge dans des situations particulières, dans une gestion particulière par le CPS, par ce dispositif d'urgence. Et donc, voilà, vous répondre qu'on va mettre en place quelque chose en plus, alors que ce qu'on met en place au jour d'aujourd'hui n'est pas encore utilisé, je ne vois pas voilà, le sens de ça, quoi. Jean-François. Merci Paul-Olivier. Je voudrais tout d'abord remercier les différents intervenants pour nous avoir dressé une situation assez exhaustive de la réalité sociale dans notre ville, réalité sociale qui est évidemment présente aussi en d'autres lieux. Pour répondre brièvement à Madame Martin, elles sont nombreuses les études en sciences psychologiques et sociales qui prouvent que la simple augmentation ou l'augmentation du nombre de places ou de capacité d'accueil n'empêchera jamais la misère, n'empêchera jamais, comme l'a dit Quentin, et ça peut faire mal entendre, mais des gens qui malheureusement décèdent en rue. Croire qu'on peut éviter cela, bon, alors à ce moment-là, on peut aussi se dire que l'augmentation du nombre de maisons médicales, par exemple, je sais que le PTB ouvre énormément de maisons médicales, est-ce que ça empêche, est-ce que c'est susceptible d'éradiquer toutes sortes de maladies développées par les gens, la misère sociale en termes de soins de santé? Je ne pense pas. On fait de notre mieux, nos équipes font de leur mieux, et donc je tiens vraiment à les féliciter. Par contre, il y a une petite question quand même qui me taraude. On sait que nos étudiants les plus précarisés ont du mal avec cette période Covid, et avec notamment l'impossibilité pour eux d'exercer toute une série de petits jobs qui leur permettaient notamment de financer leurs études. Alors, est-ce que cette réalité-là, propre aux étudiants qui essayent de combiner les études avec un job sur le côté qu'ils ne peuvent pas assumer pour l'instant, est-ce que cette réalité se vit au niveau de notre CPS? Est-ce qu'on perçoit cette difficulté? Est-ce qu'on sait leur venir en aide? Est-ce que la demande est plus importante ou pas de ce point de vue-là? Merci.
Je peux, Paul? Oui, je t'en prie. Merci. Alors, au niveau des étudiants, c'est vrai qu'on a énormément de demandes parce que certains étudiants ne peuvent plus faire le job étudiant qu'ils avaient durant l'année ou des demandes d'aide sociale complémentaire parce qu'ils ne savent pas acheter d'ordinateur. Donc ça, c'est rendu possible par le fonds Covid que nous avons reçu du fédéral, donc le 1 200 000 que le CPS a reçu ici il y a quelques semaines et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2021. Te dire aussi que c'est vraiment une réalité, alors ils ne sont pas tous étudiants, mais les 18-24 ans représentent plus du tiers des bénéficiaires de revenus d'intégration sociale à tourner. C'est tout simplement énorme. Et en tout cas, pour les personnes qui participent au comité de service social, ils savent très bien que nous, on est derrière ces étudiants qui sont soit à l'université, soit en haute école, soit en école technique. Et généralement, il y a naturellement une enquête sociale qui est effectuée, mais ici, les réponses aux étudiantes, on en a toutes les semaines. On traite plus ou moins entre 200 et 300 dossiers par semaine, pas que pour les étudiants, hein, mais toutes les semaines, c'est 200 à 300 dossiers qui sont traités. Et si vous avez connaissance, que ce soit des étudiants, des travailleurs à bas revenus ou des personnes en chômage temporaire, elles peuvent se tourner vers le CPS pour avoir recours à cette aide Covid. Merci. Chantal souhaitait intervenir également. Et si possible, ceux qui sont déjà intervenus et qui ne veulent plus intervenir, de baisser la main. Oui, merci Monsieur le bourgmestre. Écoutez, c'était simplement un commentaire que je voulais faire après les échanges qu'on a eus ici, et simplement que le conseil communal puisse aussi prendre conscience et remercier les travailleurs sociaux qui travaillent dans la rue auprès des personnes qui sont dans la rue. Parce qu'on est ici au conseil communal, on en parle. Il y a des personnes qui tous les jours font ce travail dans la rue avec les personnes qui en ont besoin. Et donc voilà, je pense qu'on a tous compris que c'est un secteur qui s'est vraiment mobilisé. Et je pense que c'est important d'en être conscient. Voilà, simplement ça. Merci beaucoup, mais tu m'as un peu ôté les mots de la bouche parce que j'allais terminer par là, mais Delphine Delaunoy souhaite également intervenir. Oui, voilà, j'allume mon micro. Voilà, oui, je voulais intervenir en fait sur Chantal pouvait baisser sa main, voilà. Ah, pardon. Donc voilà, je voulais juste intervenir sur la priorité, comme tu l'as dit, Laetitia, de l'insertion socio-professionnelle, parce qu'en effet, pour connaître la matière, travaillant dans l'insertion depuis quand même maintenant une quinzaine d'années, une insertion réussie demande vraiment de nombreuses collaborations étroites avec les partenaires sociaux. Et Dieu sait si Tournai est riche dans ce domaine. Pour qu'une personne fragilisée retrouve sa dignité, elle a aussi besoin de bonnes orientations, bien sûr au niveau du logement, de la santé, mais aussi en matière de formation et de recherche d'emploi, si elle est en capacité de rechercher de l'emploi. Et j'insiste aussi, après les articles 60, parce que remettre quelqu'un à l'emploi en article 62 ans, et puis finalement ne pas avoir de passerelle pour qu'elle retrouve un autre emploi, et finalement récupérer ses droits au chômage, moi je n'appelle pas ça de l'insertion. Et notre souhait vraiment avec Jacques maintenant qui est conseiller de l'action sociale avec moi, donc du mouvement Ensemble, c'est vraiment d'accentuer la connaissance du réseau existant de l'insertion socio-professionnelle à Tournai par les travailleurs sociaux de terrain. Une meilleure collaboration entre le CPS et tous les acteurs de l'insertion afin de ne laisser aucune personne fragilisée sur le côté à cause d'un manque d'information, ce qui freine finalement leur insertion et qui, par ricochet, on le sait très bien, peut avoir des conséquences graves sur la famille, les enfants, etc. Le danger est dès lors une reproduction de ce schéma dramatique sur les générations futures. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Si plus personne ne veut intervenir, je voudrais en tout cas effectivement remercier l'ensemble des interlocuteurs de ce soir pour le débat, bien évidemment très très important. Remercier l'ensemble des travailleurs qui ont été ici bien évidemment mis en exergue et peut-être comme Chantal l'a fait, un petit plus peut-être aussi pour justement tous ces travailleurs de la rue par rapport à cette problématique bien évidemment catastrophique que nous vivons systématiquement en rue. Je vous remercie. Je souhaite maintenant passer au dernier point, à savoir
les synergies entre la ville et le CPS, c'est le rapport administratif 2019. Je passe la parole au directeur général. Oui, merci, monsieur le bourgmestre. Je vais partager un document. Voilà. Moi, je ne le vois pas à l'écran, mais si vous pouvez me dire si vous le voyez. On le voit effectivement. Voilà, donc j'ai commencé. Donc, comme vous le savez, maintenant c'est la deuxième année qu'on présente ce type de rapport. Donc, il est issu de deux décrets, un décret qui concerne le CDLD et l'autre la loi organique du CPS et évidemment l'arrêté du gouvernement qui le met en application. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire chaque année? On a une obligation légale pour les directeurs généraux, hein, donc Madame Defroyenne et moi-même, de vous présenter ce rapport sur les synergies. On a un canevas précis du rapport. Ce rapport est présenté au comité de direction conjoint, donc au comité de direction de la ville et du CPS réunis. Ensuite, ça passe en comité de concertation. Et enfin, je vous le présente brièvement ce soir. Et je répondrai bien évidemment, comme Madame Defroyenne, à toutes les questions si vous avez des questions. Et enfin, chaque instance respective, donc le Conseil de l'action sociale et le Conseil communal, l'approuve de manière définitive séparément. Alors, en quoi consiste ce rapport? Donc, on doit réaliser un tableau de bord des synergies réalisées et en cours, un autre tableau avec la programmation annuelle des synergies projetées. Ensuite, il y a une matrice de coopération qui a été mise en place et décidée par l'arrêté du gouvernement wallon. Une grille de synthèse avec un niveau global de rassemblement des services de support. Et enfin, on vous présente un tableau des marchés publics. Alors, pour les synergies réalisées en cours, l'arrêté prévoit qu'on a 4 services supports qui doivent faire l'objet de synergies. Donc, c'était la direction des ressources humaines, la direction informatique, la direction des marchés publics et la direction technique, la maintenance. Et à côté de ça, pour rappel, nous avions déjà commencé des synergies avant ces décrets et donc on avait, nous, établi cette même matrice sur base d'autres services, à savoir la direction générale, la direction financière et comptable, le service de planification d'urgence et les crèches. Évidemment, on a adapté au programme stratégique transversal 2019-2024 qui a fait une actualisation du statut des actions et notamment il y a 13 actions prévues dans ce programme stratégique transversal, donc 13 actions communes ville CPS. Donc on l'a actualisé pour peut-être dire un mot encore sur les synergies qui ont été réalisées par rapport à l'année dernière. La grande avancée, ça a été le rassemblement du service marché public ville et CPS, puisque depuis le 15 septembre, ils sont ensemble sur le site du Pont de Mer. Ensuite, on a évidemment revu nos synergies projetées. Et pour ce sujet, je peux vous dire qu'on est occupé à analyser la mise en commun d'archives entre la ville et le CPS. On a encore d'autres projections d'autres actions projetées, d'autres synergies projetées, comme par exemple un projet commun de courrier pour l'ensemble de la ville et du CPS. Évidemment, ce sont des projets qui nécessitent des études et pas mal d'investigations pour arriver à un résultat de rassemblement comme celui qu'on a fait pour les marchés publics. Alors, en matière de matrice de coopération et de grille de synthèse, on doit respecter un canevas. On a refait l'analyse avec la directrice générale du CPS et on arrive à une amélioration de notre score. Et maintenant, nous sommes à 64 sur 100. C'est une indication, en fait, de l'évolution de cette coopération, de ces synergies entre nos services supports. L'augmentation est assez significative cette année, puisque le service des marchés publics, les deux services ont été intégrés complètement cette année.
On a fait le même exercice pour les autres services support et là, on a quelques avancées mais qui sont un peu moins significatives puisque maintenant, on a une amélioration du score et on est à 90 sur 200. Donc, c'est vraiment un titre indicatif et chaque année, vous aurez cette évolution des scores et on vous expliquera, si vous le souhaitez, les modifications qui sont apportées. Ici, il y en a eu notamment en matière de planification d'urgence et en matière de sécurité de l'information, puisqu'on a un comité de sécurité commun qui est institué entre la ville et le CPS. Alors après, dans le rapport, vous pouvez voir tous les marchés qui ont été attribués et quels sont nos objectifs entre la ville et le CPS pour réaliser le maximum de marchés publics communs. Évidemment, le fait qu'on ait rassemblé les deux services ici au mois de septembre va favoriser grandement l'uniformisation des procédures et donc on va pouvoir plus facilement détecter les marchés publics qu'on peut réaliser ensemble. Voilà, j'ai été bref, concis et je suis à votre écoute bien entendu pour répondre à toutes vos questions et je remercie Madame de Froyenne pour sa collaboration et pour le travail qu'on réalise ensemble. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour votre brièveté et votre clarté. Est-ce que quelqu'un souhaite la parole? Ben voilà, c'est fantastique. Si plus personne ne souhaite la parole, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Il est 21h02. Il vous reste 58 minutes si vous n'êtes pas chez vous pour rentrer au bercail. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci, bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne soirée. Yeah.